Et tout de suite, sur Radio Soupente, l'émission Racaille va se poursuivre avec la bio d'Alice Nel, contée par un camarade des combats piqués. Ouais, alors donc Alice Nel, cette femme artiste que nous avons découvert avec joie, bonheur à Beaubourg. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle que Robert ait accepté à nouveau d'aller au Centre Pompidou, parce qu'on serait passé à côté, ça aurait été quand même un petit peu dommage. Donc voilà, qui était cette femme Alice Nel qui a peint beaucoup de portraits et qui se disait collectionneuse d'âmes. Alors, collectionneuse d'âmes, ça va bien avec ses portraits. Voilà, donc elle est née avec le siècle. Hein. Elle naît en 1900 en Pennsylvanie et elle grandit dans une petite ville rurale et elle va grandir dans une famille qui est plutôt conservatrice, avec une maman qui a un puissant caractère, un père beaucoup plus effacé. Et d'ailleurs, certains imaginent que cette maman forte, en fait, Alice Nel essayait de décrypter un petit peu toutes ses émotions quand elle allait être en colère, comment ça allait évoluer, et que c'est ça qui l'aurait peut-être déjà sensibilisée à ce qu'elle mettra plus tard dans ses tableaux en essayant de traduire un peu l'humanité et les émotions des gens qu'elle va peindre. Et d'ailleurs, sa maman lui aurait même dit, parce que c'est une famille conservatrice, je ne sais pas ce que tu t'attends à faire dans ce monde, tu n'es qu'une fille. Bon voilà, mais Alice Nel a quand même une forte personnalité, et elle a envie, comme sa maman. Et dès l'enfance, elle a envie d'être artiste. Donc elle va être diplômée au lycée. Elle va même passer un examen de la fonction publique et obtenir un poste de secrétaire pour soutenir financièrement sa famille. Et après, elle va intégrer la Philadelphia School of Design for Women, donc une école qui forme les femmes au métier de l'art et du design. Elle a 24 ans et là, elle va rencontrer un peintre cubain qui s'appelle Carlos Enriquez. Un an après avoir obtenu son diplôme, ils vont ensuite se marier et elle va tomber raide amoureuse. C'est la première fois qu'elle est autant amoureuse. Et donc, Carlos va rentrer à Cuba. Alice Nel reste à Philadelphie. Et là, elle travaille avec des autres artistes. Mais rapidement, en fait, sur l'insistance de Carlos, elle va partir habiter à Cuba chez les parents chez ses parents à lui, qui sont des gens riches de Cuba, donc qui ont une grande maison. Donc là, ils vivent dans un quartier qui est proche de La Havane, en attendant de trouver un appartement. Et là, pour Alice, c'est absolument fabuleux, parce qu'elle va fréquenter tout un monde d'artistes, l'avant-garde cubaine, et voilà. Elle va avoir un enfant, ça a une petite fille qui s'appelle Santillana del Mar et qui naît en 1926. Mais en fait, la vie à Cuba, finalement, n'est pas si facile pour Alice. Elle a plutôt envie de retourner aux États-Unis, et donc elle va retourner dans sa ville natale. Et là, elle va être rejointe par son mari. Ils partent s'installer à New York, dans l'Upper East Side, et qui est un quartier pauvre à l'époque. Donc Alice travaille, elle, dans une librairie de Greenwich Village. Lui, Carlos, travaille en tant qu'illustrateur et reporter, et ils ont quand même du mal à joindre les deux bouts. Et là, ils déménagent à nouveau dans le Bronx. Et alors que la petite va avoir 1 an, en fait, les conditions de vie et matérielles sont difficiles. La maison est peu chauffée. Alice hésite même aussi à appeler le médecin. Alice tombe malade, elle attrape un rhume. La petite va attraper le rhume et en fait va attraper la diphtérie et va mourir pour à peine ses 1 an, quoi. Alice va à nouveau être enceinte très rapidement, et là elle va donner naissance à une autre petite fille qui s'appelle Isabella, qu'on surnommera Isabetta. Donc c'est en novembre 28, elle a donc 28 ans, mais en fait le décès de sa première petite est quand même compliqué. Elle a une santé mentale qui est plutôt fragile, et en 1930, en fait, Carlos va la quitter et va partir avec Isabetta, retourner à Cuba, et va faire demander à ses sœurs d'élever cette petite. Bon, lui, il restera pas avec cette famille, mais du coup, il se sépare d'Alice, qui, elle, du coup, retourne à nouveau vivre chez ses parents. Et là, on est en 1930. Elle est, économiquement, c'est la dépression américaine, et elle va aussi être très très mal, en fait, entre le décès de sa première petite fille et cette séparation, et le fait qu'elle sent qu'elle va plus voir sa deuxième fille. En fait, elle fait une grave dépression, elle est hospitalisée. Carlos va quand même venir lui rendre visite.
Elle va plutôt s'en sortir, mais quelques jours après, elle fait deux tentatives de suicide. De nouveau internée, mais finira quand même par s'en sortir, et elle va peindre de manière assez compulsive. Et donc en 1932, elle va rencontrer Kenneth Doolittle. Alors lui, je crois que c'est un marin qui veut aussi faire de la peinture, mais c'est surtout quelqu'un qui est héroïnomane, et donc qui a des accès de violence, et un jour il va découvrir qu'elle a une liaison avec quelqu'un d'autre, et dans un excès de folie, il va brûler toute une partie de ses toiles, de ses dessins, et en fait elle a vraiment peur pour sa vie, donc elle va partir, elle va le quitter, et elle va aller vivre, elle va s'installer dans un hôtel à côté. Et peu de temps après, elle rencontre un musicien qui s'appelle José Negrón. Et là, c'est pareil, elle tombe follement amoureuse. Elle est attirée par toute cette culture hispanique aussi. Et donc, lui, en fait, quittera sa femme et sa fille pour venir vivre avec Alice. Et donc le couple, là, en 1938, s'installe à Spanish Harlem. Et Alice, elle restera très très longtemps dans ce quartier, où elle sera énormément inspirée par tous les gens qu'elle va rencontrer. Il y a une atmosphère cosmopolite, donc ça lui plaît énormément. Un an plus tard, c'est la naissance de son troisième enfant, donc un garçon qui s'appelle Richard. Mais le père, José Negrón, va la quitter et retourne vivre avec sa femme et sa fille. Donc elle va élever toute seule en fait ce garçon. Elle va rencontrer Sam Brody. Sam Brody, c'est un photographe avec qui elle aura une relation amoureuse pendant peut-être une vingtaine d'années, et en fait avec qui elle restera quand même liée toute sa vie. Et là, ça va être le père de son quatrième enfant, donc un deuxième fils qui s'appelle Hartley. Donc ils vivent à Spanish Harlem, donc dans cette grande mixité, et elle a envie de montrer tous ces gens qu'elle côtoie, des gens dont on ne parle pas. Elle a envie d'écrire un peu la réalité du quartier. Et là, ils habitent un appartement, ils sont au 3e étage, et ça va être un lieu dans lequel elle va pouvoir vivre une vingtaine d'années. Il y a une grande salle de séjour, il y a 2 fenêtres qui sont orientées au sud, il y a une belle lumière, donc ça va être un vrai lieu, un appartement atelier. Bon, Alice et Sam Brody vont se séparer, donc elle va élever pratiquement toute seule ces 2 garçons. En 1955, on apprend qu'elle est interrogée par des agents du FBI. Elle avait été mise sous surveillance parce que très rapidement, dans les années, je crois, 35, elle adhère au Parti communiste. Oui, alors, ça plaisait pas beaucoup à McCarthy. Exactement. Voilà, donc en fait, elle va être mise sous surveillance, mais bon, ça n'ira pas plus loin. Elle n'a pas fait de prison, elle n'a pas été... Si on voit, il y a un tableau où elle se représente, elle a été interrogée par un tribunal quand même... et en fait, le FBI, il a décrit comme communiste du type bohème et romantique. Et il y a un de ses fils qui raconte que même lors de ses interrogatoires, elle aurait proposé aux agents du FBI de poser pour elle, mais qu'ils auraient refusé, quoi. En 1964, alors ça c'est quand même une bonne chose, elle reçoit une rente annuelle de $6,000. C'est une héritière philanthrope américaine qui est psychiatre, qui s'appelle Muriel Gardiner, et donc qui doit trouver son travail intéressant et qui a envie de la soutenir, et donc c'est une rente qu'elle aura jusqu'à sa mort. Voilà, toi Robert, tout peut arriver dans la vie. Ouais, mais aux autres, pas à moi. En 1968, on la voit manifester contre l'exposition du Whitney Museum pour dénoncer l'absence de femmes artistes et africaines-américaines. Et voilà, elle continue, elle, de peindre régulièrement des portraits de personnalités publiques. Elle fait des expositions personnelles, et elle se consacrait à l'œuvre des femmes artistes. Et elle aura une première exposition, une rétrospective en 1974. Donc c'était assez tard, parce qu'elle a donc 74 ans. Et là, elle exposera 58 tableaux. Elle va être primée, donc, mais ça c'est plutôt aussi à la fin de sa vie, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la culture et son engagement envers les femmes de l'art. Et à la fin de sa vie, elle a 80 ans, on va lui découvrir une maladie au niveau de l'oreillette, du cœur. On va lui mettre un pacemaker, mais 4 ans plus tard, à l'occasion d'une visite de contrôle sur son oreillette, de son pacemaker, en fait, on va lui découvrir un cancer du côlon qui est déjà bien avancé, qui atteint le foie. Donc elle va suivre une chimiothérapie, mais elle est quand même très affaiblie, et elle va mourir dans les 6 mois dans son appartement new-yorkais.
les fins des artistes sont comme les fins de tout le monde, hein, tragiques. Voilà. Voilà. Alors ce qu'on peut voir, on a vu un documentaire sur Arte qui s'appelle Peindre corps et âme. Et on voit donc c'est ses fils qui racontent beaucoup, ses fils avec leurs compagnes qui sont quand même qui soutiennent énormément le travail de leur maman. Il faut dire que elle a jamais laissé tomber ces deux garçons. Ils ont fait des études supérieures. Enfin, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Donc elle était grand-mère aussi. Elle a quand même su aussi se partager avec, enfin vivre avec tout ça, ses enfants et son travail d'artiste. Et c'est assez touchant quand ils parlent de leur maman. Enfin, et elle, on voit là dans l'exposition à Pompidou, on voit à un moment, là, presque à la fin de sa vie, elle participe à une espèce de show aux États-Unis et elle a un humour incroyable. Enfin, quand on lui parle mariage, elle dit qu'elle s'est mariée une fois, qu'elle a compris. Enfin, elle est vraiment très drôle. Elle a quoi. compris. Enfin, elle a eu une ribambelle de bons hommes. Ah, elle a eu une vie amoureuse mouvementée, incroyable. Je crois que c'était une femme qui aimait vraiment la vie. Et moi, ce qui me touche, c'est quand on voit ses photos, quand elle est jeune, elle a un visage incroyable. Elle est, je dirais, presque transparente. Enfin, on imagine que rien ne peut être mauvais dans cette femme. Il y a vraiment un regard clair, une peau très claire aussi. Enfin, je sais pas, elle me bouleverse énormément. Et même jusqu'à la fin de sa vie, elle reste avec des yeux rieurs, son humour. Et elle fait une dernière exposition. Elle a pratiquement, je sais pas, entre 80 et 84 ans. Il y a un autoportrait d'elle. Et c'est très drôle parce qu'elle se peint avec des couleurs, mais elle est nue, assise sur une chaise. Donc avec un corps de femme de cet âge-là qui a des bourrelets sur le ventre. Et qui a la chair qui se détache des os. Exactement, c'est ce qu'elle dit. De son état, délabrement physique. Voilà, elle a 80 ans. Quand elle fait cet autoportrait, c'était une exposition sur des autoportraits d'artistes. Et donc, elle a forcément des dessins qui tombent un peu. Et elle reste elle reste magnifique. Moi, je trouve qu'elle reste absolument magnifique, surtout quand on l'entend raconter dans un petit film à l'exposition, la voix qui parle de ce portrait. Et moi, elle me bouleverse énormément, quoi. Parce qu'effectivement, elle est féministe, elle a toujours manifesté pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. D'ailleurs, quand Kenneth Doolittle lui massacre une partie de son travail, elle dit qu'en fait, il l'a fait parce qu'avec cette force quand même du patriarcat qui autorise à complètement brûler et annihiler le travail d'une femme, quoi. C'est sous ça, enfin, rien ne peut justifier ça. Il a eu aucune condamnation? Non, je sais pas si elle a porté plainte, enfin ça je sais pas du tout, mais voilà, elle a surtout eu peur pour sa vie. Enfin. Cuando te encontré, qué emoción sintió mi corazón. Le hiciste estremecer y suspiró por ti. Cuando te besé, qué emoción sintió mi corazón. Qué extraña sensación sentí dentro de mí. Cuando te estreché entre mis brazos, cuántas cosas nos dijimos, qué emoción sentimos los dos, tanto tú como yo. Cuando te encontré, qué emoción sintió mi corazón. Y no quiero pensar que te olvides de mí. Cuando te estreché entre mis brazos, cuántas cosas
nos dijimos emoción, sentimos los dos tanto, tú como yo. Cuando te encontré, qué emoción sintió mi corazón, y no quiero pensar que te olvides de mí. Que te olvides de mí, que te olvides de mí. C'était Omara Portuondo, une chanson qui s'appelle Emotion, donc ça c'est une cubaine. Et on poursuit, bien entendu, sur Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans eau et sans courbette, qui ont beaucoup d'émotions, Portuandeo, et sur le parcours d'Alice Nel, sur son œuvre. Un camarade vous a évoqué pour vous sa bio, qui est quand même annonciatrice quand même d'une émotion, enfin qui est révélatrice plutôt d'une émotion permanente de cette grande artiste. Moi je vous en causerai tout à l'heure à propos de son œuvre, que je rapproche de l'œuvre d'une grande photographe américaine. Bon, voilà, c'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Ouais, moi je voulais juste lire deux petites choses. Elle a écrit quand elle habitait Spanish Harlem, donc je crois qu'elle y habitait plus de 20 ans. Elle a écrit un petit poème qui traduit bien tout l'environnement cosmopolite qui l'habitait. Donc voilà ce qu'elle dit. Je t'aime Harlem, ta vie, tes femmes enceintes, tes files d'attente devant la banque, remplis de femmes auxquelles pas une robe de chez Saks 5e Avenue n'irait. Dents manquantes, lasses, patraques, petits bras noirs autour du cou, cramponnés à leurs jupes, toute l'usure et l'inquiétude de la lutte sur leur visage, quel trésor de bonté et la vie titube, par les rues, abandonnés, méprisés, chargés le plus, gratifiés du pire. Je t'aime pour avoir élu Marc-Antonio, et lui pour être ce qu'il est, et pour le riche gisement de sentiments humains profondément enfouis sous tes camions de pompiers, ta pauvreté et tes amours. Ouais, voilà ce qu'elle ressentait. Et donc là, ce que je vais lire maintenant, c'est donc ça, on verra, c'est toute une partie de son œuvre, hein, donc tous ces gens qu'elle côtoyait dans son quartier. Et elle a peint aussi beaucoup de femmes enceintes. Et voilà ce qu'elle disait sur ce sujet-là. Ce n'est pas que ça m'attire, c'est que c'est une réalité de la vie et que c'est négligé. Je trouve que c'est un sujet parfaitement légitime et que les gens ne le montrent jamais, sous prétexte de fausse modestie ou parce qu'ils sont des chochottes, mais c'est une réalité basique de la vie, et aussi plastiquement c'est très stimulant. Je pense que ça fait partie de l'expérience humaine, quelque chose que les primitifs représentaient, mais que les peintres modernes évitent, parce que les femmes ont toujours été représentées comme des objets sexuels. Une femme enceinte est vue comme déjà prise, elle n'est pas en vente. Oui, d'accord. C'est un point de vue qui est intéressant, justement. Oui. Donc c'est vrai qu'elle a représenté beaucoup de femmes enceintes. Elle avait parmi ses amis, hein, dans ses modèles étaient quand même, dans la première partie de sa vie, des gens qu'elle côtoyait. Donc elle a aussi beaucoup fait poser ses enfants, elle a peint son mari et donc une partie de ses amis. Et les gens apparemment venaient très facilement chez elle les mettait très à l'aise. Donc c'est pour ça qu'elle a pu peindre aussi des nus comme ça, sans qu'il y ait malveillance ou perversité. Enfin, c'était vraiment, ça se faisait très naturellement, quoi. Oui, sauf, je sais pas pourquoi je dis sauf, mais c'est que ces portraits de femmes enceintes, il y a des portraits qui peuvent dire la vie dans de son aspect le plus aimant, le plus familial, et puis d'autres qui sont beaucoup plus hardes, comme cette femme avec ses seins complètement déformés, etc., ses enfants. Bref, ça part de quelque chose, d'une représentation de la fécondité tout à fait gentille, acceptable, voilà, qui met en joie jusqu'à la sinistrose totale, quoi. Il y a quand même un parcours. Ouais, moi je trouve que c'est bien justement d'être dans ce oui, non, naturel. Je ne critique pas.
j'évoque seulement ce que je ressens en regardant ces nus. Voilà, il y a ces nus qui ressemblent souvent à elle quand elle a 80 ans et qu'elle se représente nue sur un fauteuil, quoi. Il y a une parenté quand même entre ces deux aspects du corps humain, quoi. Ouais. Et donc, je pense que le tableau dont tu parles, c'est Madone dégénérée. C'est cette femme qui a des seins effectivement très très pointus. Et il y a enfin là, elle est plus enceinte, mais elle a 2 enfants à côté d'elle. Et donc, ce tableau avait été mis dans une exposition et les catholiques n'ont pas apprécié, ils l'ont fait retirer. Oui, enfin, s'ils n'ont pas apprécié, je pense que c'est aussi le titre de Madone dégénérée, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Non, mais là, elle touche aux frontières de l'impossible, quoi. C'est vraiment quelque chose d'effrayant, en quelque sorte, parce qu'il y a c'est un personnage complètement figé, avec des enfants qui sont pas tout à fait normaux, enfin, avec des petites jambes rachitiques, enfin, etc., des grosses têtes. Non, c'est quand même assez difficile à regarder. Ouais. Il n'y a pas besoin d'être catho pour s'en émouvoir, quoi. Tu vois. Ouais. Et toi, tu disais qu'elle te faisait penser à Diane Arbus, effectivement. Oui, mais ça, je veux en parler, si tu veux, pour évoquer l'exposition, quoi, qu'on a regardée. Parce que pour moi, effectivement, toute cette exposition de femmes, de portraits, de gens de la rue, de gens de la misère de la rue, etc., oui, c'est pour moi, ça évoque une immense artiste photographe dont j'ai connu l'œuvre dans les années 70. Ouais. Et même, enfin, Alice Neel, on peut aussi préciser que, bon, à la fin de sa vie, elle avait déjà un peu plus de revenus, mais qu'elle a longtemps vécu quand même dans la misère, quoi. Tout à fait. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 meseros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La, 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 gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho, rama, noche y días, ríos y canarios, martillos, urbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. La 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 la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellas anduve ciudades y charcos, vallas y desiertos, montañas y llanos,
C'était Gracia la Vida, interprétée par John Baez et Mercedes Sosa. Et vous êtes toujours sur Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans voix et sans courbette, qui essaye de vous faire partager son émotion à propos de l'exposition de l'œuvre d'une partie de l'œuvre d'Alice Neal au musée Pompidou, musée des tuyaux. Voilà. Et c'est, si vous voulez, une rencontre avec une artiste, comme vous l'a décrit ma camarade, avec beaucoup de justesse, une artiste assez, comment dirais-je, différente, si on peut dire ça comme ça, de la représentation qu'on peut se faire d'un artiste ou d'une artiste qui a pu peindre des choses comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises, pas seulement dans cette émission, mais avant, moi, quand on a visité cette expo avec ma camarade. Dans les années 70, je travaillais dans la presse, et on avait fait un editing des photos d'une artiste américaine qui venait de se suicider et qui s'appelait Diane Arbus. Diane Arbus, voilà. J'ai été complètement bouleversé. La photographie, c'était pas un truc qui me passionnait vraiment. Mais voilà, je trouve que le clic-clac Kodak, bon, même s'il y a des grands photographes comme Bresson, comme Doisneau, etc., ou Martine Franck, ou Le Quérec, ou des gens comme ça, j'étais assez réservé sur le travail des artistes, photographes. Mais Diane Arbus, c'était vraiment un grand coup de tatane dans la gueule, parce que elle photographiait un peu comme, ou tout à fait comme le fait Alice Neal dans les bas-fonds de New York, tous ces gens qui sont laissés pour compte, quoi, voilà, les hommes, des femmes, des enfants, des couples, voilà, des femmes enceintes aussi. Voilà, et s'il y a, si vous voulez, la rencontre avec Diane Arbus, ça a changé beaucoup de choses dans ma petite tête de Piaf. Et retrouver sous une forme picturale, un petit peu quand même, oui, voilà, retrouver cette espèce de tragédie que photographiait Diane Arbus, ça m'a quand même... c'est pour ça que j'ai pu faire l'effort de retourner dans ce musée pourri, dans cette chaufferie anglaise, le musée Pompidou,
qui doit coûter une fortune d'entretien. Enfin, ça, c'est autre chose, ça ne me regarde pas. Enfin, bon, bref. Voilà. Et là, j'ai devant les yeux, par exemple, Audrey McMahon, une peinture de 1940, une huile sur toile 60, 30, 45, 50. La pauvre Audrey McMahon, elle est représentée. C'est presque. Enfin, je pense qu'un quelqu'un comme Haïm Souti n'aurait pu revendiquer une œuvre comme ça, quoi. C'est vraiment une gueule complètement fracassée, enfin, ouais, avec même une main au bout d'un bout de bras squelettique, etc. Puis avec des tons sombres. Voilà, là on est vraiment dans Diane Arbus, mais dans Diane Arbus qui aurait peint, si vous voulez, voilà, une petite bourgeoise new-yorkaise. Aussi, il y a T.B. Harlem 1940, c'est un homme ou une femme, je ne sais pas très bien s'il y a un homme ou une femme. Noël revient au portrait allégorique, Carlos le frère. Oui, c'est un homme, un Sud-Américain probablement, qu'on l'a opéré. Ah oui. Il a un gros pansement sur la poitrine, voilà. On sent qu'il n'est pas très en forme. Et ça, on rejoint alors là carrément, si vous voulez, le travail photographe de Diane Arbus. Ouais, en fait, c'est à quelqu'un, c'est les tuberculeux là, quand on leur enlevait des côtes pour les soigner. Cette toile, oui, elle est dans le musée. Et c'est vrai que ces portraits sont vraiment sans concession, mais avec une très très grande humanité. Et c'est ça qui est magnifique, quoi. Il y a l'affiche. Alors il y a toujours une histoire. C'est sur chaque toile, en fait, il y a un petit texte en bas qui raconte d'où vient, quel est le lien de la personne qui est portraiturée avec Alice Neel. C'est pas des gens pris au hasard. Il y a quelque chose qui est soit politique, soit amical, soit de rencontre qui lie les deux individus, en fait. L'affiche de cette exposition, c'est Linda Nochlin. Et en fait, elle, c'est une pionnière de l'histoire de l'art féministe. Donc qui va publier en fait des écrits sur le féminisme. Et donc voilà, à chaque fois il y a des liens. Alors c'est vrai que dans la dernière partie de sa vie, elle va peut-être faire plus de portraits des gens du monde de l'art, des écrivains. Elle va faire un portrait d'Andy Warhol qui est assez terrifiant parce qu'en fait il est à la poitrine nue, donc il a déjà des seins un peu tombants. Il est assez âgé. Il commence, il a les seins qui tombent un peu, presque un peu comme quelqu'un comme des seins de femme. Comme des seins de femme. Et on lui voit toutes ces cicatrices qu'on lui avait tirées dessus. Et, enfin, donc on lui a opéré, il a toutes ces cicatrices, il a un corset. Enfin, voilà, c'est un portrait qui est très cru en fait. Et en même temps, ça a dû se faire d'une manière, voilà, complètement consensuelle. Enfin, entre les deux, ça s'est fait facilement. Je pense que lui, s'il a décidé qu'il pouvait enlever sa chemise, c'est qu'il se sentait très à l'aise avec ça, quoi. Oui, tout à fait. Oui, c'est étonnant parce que on a une vision d'Andy Warhol comme un peu de gentleman, toujours bien sapé, toujours élégant, etc., etc. Mais alors là, c'est vraiment le débris humain, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut avoir le courage de se dévêtir comme ça, quoi. C'est ça qui est assez surprenant, quoi. Et curieusement, dans tous ces portraits, elle a fait le portrait de sa petite gamine, la S-Beta, qui est repartie à Cuba avec son papa. Et pour moi, c'est un Balthus. Voilà, il y a un portrait, c'est une petite fille nue, avec les mains sur les hanches, dans une pose assez, voilà, c'est moi qui est là. Et vraiment, c'est tout à fait, ça pourrait être revendiqué par Balthus comme peinture. C'est très très curieux. Ah oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, Kenneth Doolittle avait brûlé cette toile, donc elle l'a refaite de tête. Et cette toile a été vendue, et je crois qu'elle en a refait une copie pour elle. Parce qu'en fait, sa fille Elisabetta, elle a dû la revoir quelques fois quand même par la suite, malgré le fait qu'elle soit partie vivre à Cuba. Elle est venue voir sa mère quelques fois. Et j'ai lu aussi, par contre, quelque part, qu'elle s'est suicidée à l'âge de 54 ans. Voilà. D'accord, une belle famille encore. Elle a fait aussi le portrait, c'est presque une pochade, parce qu'en fait c'est un jeune homme noir américain qui elle avait commencé à peindre et qui a été appelé à partir pour la guerre du Vietnam. Donc en fait on n'a que le visage de cet homme noir qui est bien peint et le corps est juste estompé. Esquissé, voilà. Oui, tout à fait. Il y a au trait, oui. Il y a aussi, si vous voulez, dans les horreurs, parce qu'elle a peint des trucs quand même pour moi insoutenables.
voilà, insoutenable. Bon, parce que c'est si vrai que ça, mais elle a peint 3 bons hommes, là, avec des sexes immondes. Ah, mais c'est Joe Gould, là. Ah oui, oui, alors là, je suis pas du tout... je comprends pas qu'elle ait fait une chose aussi dégueulasse que ça. Mais bon, c'est son... Bah, elle explique, je crois, pourquoi elle a voulu lui rajouter des pénis. Oui, oui, bah, je peux en donner une petite idée de ce qu'elle dit à propos de ça. Voilà, elle est à Greenwich Village, et peut-être même après une interruption de ses études à Harvard, il finit par y obtenir, elle parle de Joe Gould, qui est un habitant de Greenwich Village, qu'elle a peint. Voilà, il finit par y obtenir un diplôme en anthropologie en 1900. Quelques temps plus tard, il est admis au département des déséquilibrés mentaux de Manhattan State Hospital. Comment il en ressort, Malcolm Cowley l'engage comme chroniqueur à la New Republic. Et cet emploi lui donne l'occasion de rencontrer beaucoup d'écrivains du mouvement moderniste. Voilà. C'est, comment dirais-je, c'est du rustin américain, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est pas mal, ça, je trouve. Voilà. Il y en a un, même, il a un sexe qui lui sort du ventre, un autre qui a sa bonne place, et un autre encore en dessous. Voilà, il y a des choses comme ça que je comprends pas très bien. Mais celui-là, il est assez isolé dans ce style-là. En fait, ce qui ressort quand même de son œuvre, c'est quand même ces portraits de femmes, ces femmes enceintes, ces peuples, c'est tous ces gens pauvres qu'elle a côtoyés dans Spanish Harlem, toutes ces familles. Il y a un portrait d'une femme qui est magnifique. Elle a eu plusieurs enfants. Elle est là, elle donne le sein à son petit dernier, qui a un enfant qui a un retard, qui a une petite fille qui a 7 mois, qui sait pas se retourner, qui survivra pas d'ailleurs. Voilà. Et ça, je trouve que c'est là où c'est le plus beau. Et moi, j'adore quand même son autoportrait à 80 ans. Enfin, celui-là, il m'éclate complètement. Oui, oui. Non, elle a un regard sur l'humanité qui est tout à fait compassionnel. C'est pas du tout un regard critique, c'est pas du tout un regard, comment on peut dire... Comme oui, il n'y a pas de voyeurisme, il n'y a pas du tout de choses malsaines. Et si, il y a un tableau qui est très touchant aussi, c'est cette jeune femme qui est allongée avec les mains au-dessus de la tête, qui a le visage tuméfié. Oui. Et donc, on apprend qu'effectivement, elle vit avec un artiste, je crois, qui boit et qui rentre le soir ivre et qui doit la cogner. Et en fait, on apprend qu'un jour, il est rentré, elle supportait plus, elle a pris des cachets pour se suicider, elle s'est endormie comme ça. Et lui est rentré ivre-mort et s'est même pas aperçu qu'il passait la nuit à côté d'une femme qui était déjà décédée, quoi. Oui, quand tu es ivre-mort, tu te rends pas compte de grand-chose. Je veux dire que c'est pas un fait unique. Je veux dire, ce qui est unique, c'est que cette pauvre femme a été portraiturée par Alice. Et on sent toute la fragilité, mais féminine, quoi. La fragilité d'une femme battue, quoi. Voilà. Elle a un mouvement des bras comme pour se protéger, voilà. Alors que c'est Alice qui peint son portrait. Enfin voilà, on arrive à un point là de meurtrissure, d'angoisse qui effectivement on peut admettre, enfin sinon comprendre qu'elle se soit suicidée, quoi. Alors, ce dont on n'a pas non plus, ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'en fait, Alice Neal, alors donc pour elle, peindre est un acte militant. Elle pense qu'elle peut changer la société aussi grâce à son art, et qu'en fait, elle a gardé un style personnel tout au long de sa vie, qu'elle n'a pas du tout suivi tous les courants qu'il y avait, et qu'en fait, elle était quand même une peintre figurative, alors qu'on était quand même dans l'abstraction. Absolument. Et ça, c'est très important de souligner qu'elle n'a pas été, elle s'est pas laissée influencer par les courants pour pouvoir vendre ses toiles. Elle, son truc, c'était de faire des portraits. D'ailleurs, je crois que même toute jeune, elle avait été primée dans des écoles elle était déjà très douée pour faire des portraits. Et donc, elle voulait faire cette collection d'âmes et faire vivre tous ces gens, et qu'elle a suivi son chemin tout au long de sa vie, quoi. Oui, parce qu'elle était, à cette époque-là, c'était l'époque de Pollock, quoi, par exemple. C'est un peu caricatural comme exemple, parce que Pollock, c'est vraiment l'extrême de l'abstraction, quoi, voilà. Mais pour dire que ça l'a pas vraiment contrarié dans son travail, quoi. C'est là qu'on voit la personnalité, la vraie personnalité
d'une artiste. Bon, il y a beaucoup de gens aussi, il n'y a pas que les artistes qui ont de la personnalité. Mais pour elle, oui. Parce que les artistes sont quand même des éponges, ils sont quand même assez influençables. Bon, je parle pas même pas ceux d'aujourd'hui, parce que là, c'est carrément le suivisme tout à fait sans complexe. Mais à cette époque-là, qu'une femme, voilà, alors que les femmes n'étaient pas encore complètement admises, voilà, et pour exercer librement, peindre une œuvre, elle s'est carrément mise à contre-courant de la mode, quoi. La mode, c'est pas quelque chose qui la turlupine. Voilà, bah, sa raison de peindre, en fait, c'est qu'elle voulait saisir cette vie sur le vif. Elle a aussi peint des événements marquants de son siècle. Hein. On voit, il y a toute la Grande Dépression, il y a quelques toiles qui montrent New York, justement, avec des gens fantomatiques, avec des visages, des masques à la place des visages, des usines qui sont à l'arrêt. Enfin, donc, elle est aussi témoin de son époque, quoi. Oui, et il y a un grand peintre du Quattrocento, là, dont le nom m'échappe, pourtant je connais que lui, qui est mort, tu sais, sur une plage, là. Ah bah, Caravaggio. Voilà. Alors, pourquoi je pense au Caravaggio quand je regarde l'œuvre d'Alice Neel? Parce que, comme le Caravage aussi peignait, si vous voulez, les gens de la rue, les miséreux, etc., etc., il a fait des piétas avec des vierges qui étaient des prostituées, qui prenaient dans la rue, etc. Vous voyez, il y a quand même une continuité à travers l'histoire de l'art, à travers les siècles. Pourquoi Caravaggio, qui n'a rien à voir que dans l'expression picturale, évidemment, mais dans les motivations, c'était la même chose. C'était le même envie, la même, comment dirais-je, fascination pour la rue. Voilà, pour la rue qui est presque une matrice. La rue, elle est fécondée par ceux qui traînent dans les ruisseaux, etc., etc. Ou alors c'est elle qui les met au monde, on ne sait pas. Et voilà, et c'est peut-être une peinture à faire où on voit la rue qui met au monde les gens qui vont y vivre toute leur vie. Voilà. Ouais. On a ça dans toutes les villes du monde, voilà, on a ça à Paris particulièrement. Donc voilà, c'est une peinture, effectivement, Alice Neel, une peintre qui traduit toute cette humanité, toute cette dignité des gens qu'elle a croisés tout au long de sa vie, quoi. Oui, on pourrait même, d'une certaine manière, avoir à un point de sensibilité, sentir cette odeur de l'angoisse, de la misère, de la pauvreté, de la précarité de tous ces gens qu'elle portraiture. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent, qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs.
ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu, merci tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Les gens qui doutent, Anne Sylvestre. Radio Soupente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans courbette. L'émission Aracaille du 8 avril 2025. Et nous en sommes à la fin de l'émission, avec les expos, le culturel et le salut aux Amaches. Voilà, donc Alice Neal qu'on avait vue au Centre Pompidou il y a 2 ans et demi, combien de temps tiendra-t-elle dans les musées américains? Nous ne savons pas. Et pas quelle. Et pas quelle. Donc les expos, donc Daniel Cordier, c'est au musée de la Libération, c'est jusqu'au 13 juillet. Willy Ronis également à Nogent-sur-Marne jusqu'au 31 juillet. Suzanne Valadon à Pompidou jusqu'au 26 mai. Elle, les élèves de Jean-Jacques Henner jusqu'au 28 avril au musée Jean-Jacques Henner. L'art dégénéré au musée Picasso jusqu'au 25 mai. Thierry Loulet à la galerie Pascal Fossel. Là, c'est à Strasbourg, un peu plus loin. C'est jusqu'au 26 avril. Si vous ne connaissez pas et que vous êtes dans le coin, il faut vraiment aller découvrir la peinture de Thierry. Artemisia Gentileschi, héroïne de l'art, c'est au musée Jacques Marandré jusqu'au 3 août. Maximilien Luce, l'instinct du paysage, au musée de Montmartre jusqu'au 14 septembre. Rue Juliette, c'est une expo d'artistes dans le 13e arrondissement, dans un magasin de vrac bio. Ça vaut vraiment le détour ou le déplacement pour aller y faire ses courses, pour découvrir Juliette, qui est très sympathique, et puis découvrir les œuvres de plusieurs artistes, dont notre amie Corinne, qui expose quelques tapisseries. Sinon, dans les nouvelles expos que j'ai notées, c'est exposition Christian Krog. C'est au musée d'Orsay, c'est le peuple du Nord. Donc c'est un peintre du 19e, 1852-1925. Ce sera jusqu'au 27 juillet. Au Collège des Bernardins, c'est une exposition qui est gratuite, et ça c'est pour les amateurs et de tapisserie et de Tolkien, du Seigneur des Anneaux. En fait, c'est la tenture Aubusson-Tisse Tolkien, donc c'était à la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson, et là cette exposition va s'installer au Collège des Bernardins pendant quelques mois, donc il faut prendre une réservation sur un créneau en ligne, mais je pense que le travail mérite vraiment d'être vu, quoi. Il est où, ce collège des Bernardins? Il est dans le 5e arrondissement, il est rue de Poissy. En plus, c'est un lieu, à mon avis, un lieu à découvrir également, quoi. Au musée d'art moderne de la ville de Paris, il y a Gabriel Munter, c'est jusqu'au 24 août. Donc c'est pareil, je crois que c'est de la belle peinture à découvrir. Le culturel de la semaine, Robert, toi tu regardes une série? Oui, Primal. C'est une série sur, en quelque sorte, l'histoire de l'Amérique du 19e siècle, terrifiante. Je pense que ça s'appuie sur des archives, c'est quelque chose de très sérieux, mais il faut vraiment être solide. C'est pas conseillé aux personnes fragiles ou qui ont le cœur malade ou la tête qui branle un peu. C'est vraiment d'une violence, mais alors insoutenable. Moi, le premier épisode que j'ai regardé, je me suis arrêté au tiers de l'épisode avant de reprendre 2-3 jours après, une fois que j'ai été remis, de continuer la série. Voilà. Mais c'est passionnant parce que c'est, si vous voulez, Clint Eastwood avec ses petits films là, à la mort moi le machin là sur le Far West, c'est de la rigolade à côté, c'est des contes d'Andersen, voilà. Bref, non, il faut absolument, si on a envie de
se pénétrer aujourd'hui, à cette époque de violence donc institutionnelle aux États-Unis de Trump, eh bien, elles prennent leurs racines dans ce 19e siècle américain où la seule loi qui tenait, c'était celle du plus fort. Voilà. Pas seulement avec un colt, hein, mais aussi avec... Il y a des... Dans ce premier, comment on appelle ça? Épisode, il y a aussi les Mormons qui n'ont pas l'air d'être des gens si gentils que ça. Et voilà, bon, il faut vraiment avoir le courage d'affronter cette réalité pour mieux comprendre peut-être l'Amérique d'aujourd'hui. Ouais, en tout cas, par contre, je ne sais pas si c'est une série, je regarderai qui est accessible en ligne. Voilà, toi, tu l'as par des biais un peu détournés. Voilà, donc tu es un peu favorisé là-dessus. Voilà, donc moi, je regarde une autre série sur Arte, après avoir regardé Alan Batts contre le Post Office, cette petite série britannique en 4 épisodes. Là, je regarde 37 secondes, c'est une série française qui raconte le naufrage du Bugalet-Braise en 2004, donc c'est inspiré de faits réels, comment un chalutier a coulé au large des côtes anglaises, avec toute l'enquête qui va avec, suite à la disparition de 5 marins. C'est intéressant parce qu'effectivement il y a probablement une armée qui est impliquée, donc il y a tout ce jeu d'enquête, il y a le procès qui après est en Angleterre, donc je sais pas où, j'ai pas terminé où ça va aller exactement. C'est pas dit que justice soit rendue parce que si l'armée est impliquée, ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout de l'enquête, mais en tout cas c'est une série qui est bien faite et je découvre une jeune comédienne que je connaissais pas, enfin qui s'appelle Nina Meurice et qui a un jeu parfait, qui est vraiment très très juste, qui est ouvrière dans une usine de poissons et qu'on voit travailler avec les autres femmes là quand elles découpent le poisson dès que les chalutiers arrivent au port. Et puis après tout ce milieu des marins quand même qui est un milieu dur avec chacun des intérêts sur l'état des bateaux. Enfin c'est bien, ça se passe au Guilvinec là qui était un grand centre de pêche de bateaux. Il faut que tu précises aussi que cette jeune fille, elle avait un frère sur le bateau qui a naufragé. Elle avait son beau-frère, c'était le jeune frère de son compagnon, quoi. Donc c'est pour ça qu'elle s'implique énormément. Bon, puis dans des petites villes comme ça, 5 morts, en fait, tout le monde est impacté, quoi. Surtout que les corps n'ont pas tous été retrouvés, donc il y a le travail de deuil à faire par les familles quand il n'y a pas un corps qui est rentré. Oui, sauf que les Finistériens ou les Bretons des bords de mer sont quand même habitués depuis des siècles à la souffrance, justement, à la disparition des marins. Il y a régulièrement des marins qui disparaissent en mer, effectivement, quoi. Et après avoir pratiquement terminé le livre d'Alexandra Lapierre sur la vie d'Artemisia Gentileschi, j'ai commencé Rebecca. Alors Rebecca, c'est pas un livre récent, c'est un livre qui est paru en 1938. C'est un roman, moi je le lis en français, c'est un roman britannique de Daphné du Maurier, qui était un grand classique. On est vraiment dans la littérature britannique de ce début 20e, comme les œuvres de Charlotte Brontë. Enfin, c'est vraiment cette littérature anglaise qu'on apprécie avec là toute une atmosphère un peu d'enquête policière, d'ambiance, parce que une jeune femme arrive dans un grand domaine et il y a l'ex-femme de celui qu'elle vient d'épouser est morte, soi-disant noyée, et on sent qu'il y a une espèce de fantôme qui vit là, et je trouve que l'atmosphère est vraiment très très bien rendue. Donc voilà, ça me fait plaisir de relire ce livre. Mais Daphné du Maurier, c'est quand même un nom français. Oui, alors je connais pas la vie de Daphné. C'est une romancière britannique. Ouais. Voilà. Oui, non, mais ce qui est intriguant, c'est son patronyme. Exactement. Je suis d'accord. Le salut aux Aminches. Oui. Et tout de suite, sur Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans correct, qui émet depuis un garni et diffuse sur Internet à racaille.fr. Nous passons au salut à nos Aminches, Claude et André de la Nation, Claude et William, nos potes de Brest. Brest, on l'appelle maintenant, paraît-il, Brest la canicule, même l'hiver. Jean-Paul Souvraz, un grand peintre de couilles de Kerk branche dans la banlieue de Dunkerque, petite rue de Schnorr, charmante. Et c'est sandwich au saucisson de beurre avec le coup de rouge, ça c'est quelque chose.
Claudine, une camarade à ma camarade Piquet-Cou, qui comme elle est une amatrice d'art confirmée. Corinne, Anne-Emmanuel et Fredo, 3 potes qu'on connaît qui font tous, ils bricolent dans l'art. Corinne dans la tapisserie, Anne-Emmanuel dans les arts plastiques et Fredo qui crée des petites aquarelles très très touchantes. Et Juliette Planck, une grande graveuse en relégation Rochefort-sur-Mer, qui ouvre son atelier pour des cours, pour faire un peu de thunes, hein, parce que bon, on n'est pas, nous les artistes, on n'est pas toujours très friqués, voilà, mais vous apprendrez des techniques de gravure magnifiques, surtout avec une prof, hein. Ouais. Juliette est très sympathique. Oui, très sympathique. Sophie Villoutreix-Brage, une graveuse aussi, peintre, dont nous avons découvert une partie de l'œuvre gravée. À l'Estampes Place Saint-Sulpice. Voilà. Et Sophie qu'on aime beaucoup aussi. Qu'on aime beaucoup la personne et le travail. Et le travail. Clément, un graveur fou, qui grave sur tout ce qui bouge, le Van Gogh de la taille d'épargne. Il faut le connaître hein, pour se faire une idée, quoi. Bon. Agnès Dubar, une graveuse, elle aussi, en relégation en Bretagne Sud. Nous l'avons connue à Lille, dans son petit atelier, où elle faisait des gravures gigantesques sur bois. Voilà. Agnès qui a un peu changé de style. Thierry Morciot, un graveur bruxellois, dont nous avons découvert lui aussi, son œuvre aussi à lui, tout ça. C'était à Saint-Maur, une biennale de gravure, dont il avait remporté le premier prix. Bravo Thierry. Bravo Thierry Morciot. Alice Amoroso, qui nous revient du fin fond de l'Espagne, c'est-à-dire à Madrid, la Casa Velasquez, après 3 mois d'enfer en Espagne, elle ramène une œuvre conséquente qu'elle a fait travailler là-bas, et ma camarade Piquet-Cou va bientôt prendre rendez-vous avec elle, ou c'est déjà fait, je ne suis pas très au courant. Non, c'est pas fait parce que maintenant elle va faire une résidence à Belleville, donc il faut qu'elle attende que tout son travail arrive par colis postal et qu'elle puisse s'installer à Belleville. Donc quand elle sera installée, elle pourra me recevoir et nous pourrons discuter de tout son travail de la Casa Velasquez. Bien. Raoul Villoula, un graveur aussi de la même génération qu'Alice Amoroso, qui, je le rappelle, est probablement la plus jeune graveuse du monde. Voilà. Colette et Jacqueline, 2 veuves de peintres magnifiques, et qui sont, pour Colette, elle a rejoint Odon au paradis des graveurs, et Jacqueline, on n'a pas de nouvelles, mais on suppose que c'est pas le top. Liliane et Laurence, 2 écrivaines de polar, dont une, Amélie Bou, c'est Liliane, voilà, et Laurence se retrouve toute seule devant la page blanche, mais on lui souhaite beaucoup de courage, et d'ailleurs, elle a beaucoup de courage. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qui, elle aussi, comme Liliane, comme Colette, comme beaucoup de nos amis, est partie. Voilà. On n'est pas très heureux d'avoir perdu notre sorcière bien-aimée. C'est difficile, je pense souvent à elle, moi. Ouais. Oui, mais toi, t'es particulièrement sensible. Marie-Christine et Christophe, des militantes chez Militantes. Cécile, de la 125e puissance. Oui, Cécile, on la sent toujours et on t'aime. La Russe flamboyante qui s'escrime aux fleurs et mouchetées sur une radio Omni, et 3 émissions consacrées à l'enfance et aux parents des enfants aussi. Une experte, puisque c'est une ancienne institutrice. Il y a là de beau reste d'institutrice, bien entendu. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-Marlotte, que nous avons découvert sur les cimaises de la librairie L'Empreinte et de Florence Quenu, une ancienne de la Fondation du Buffet, à Bourg-Marlotte. Dominique Paul-Lardouin, une galériste, hélas aujourd'hui disparue, qu'on aimait beaucoup et dont on chérit les souvenirs, ainsi que sa maman, Thérèse Franco, de galéristes qui ont fait un petit peu secouer le popotin de l'art parisien. Marie Dognaud, une galériste aussi engagée, qui a une galerie, la galerie Kaléidoscope, sur la rive gauche, et dans les cimaises
sont bien garnis. Antoine Manoury, les Champignons, c'est un groupe de musicos totalement inconnu, sauf de ma camarade Piquet-Cou. Ouais, mais j'ai plus de nouvelles d'Antoine. Oui, ça c'est ce que tu dis tout le temps, mais enfin bon, on n'est pas obligé de te croire non plus. Anna Sinoracka, une peintre polonaise de génie, son travail, c'est même un travail assez qui perturbe, quoi, voilà, mais on aime beaucoup. L'émission est à l'écoute sur le blog Araca Préfère, et on salue tout le monde, des gros bisous à tous. Ouais, salut et à à tous. toutes. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants, et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire, jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.